Bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion organisée par l'UNPI Val-de-Loire sur la déclaration des revenus 2019, la déclaration 2044 plus particulièrement, et sur l'IFI. Chaque année, l'UNPI Val-de-Loire organise une réunion sur ces thèmes et compte tenu des circonstances sanitaires actuelles, nous innovons en 2020 en réalisant pour la première fois cette réunion sous forme d'un webinaire. Je souhaite naturellement que les conditions techniques soient excellentes. Je sais que le succès de la réunion est déjà au rendez-vous puisque nous avons dépassé le nombre de participants autorisés avec 250 personnes qui se sont inscrites et plus de 100 qui participent actuellement à cette réunion. Cette conférence sera enregistrée et les adhérents qui n'ont pas pu en profiter ce soir pourront, en prenant contact avec leur chambre, recevoir le lien leur permettant de profiter des conseils de nos deux spécialistes. Nos deux spécialistes, c'est Claire Selin, expert comptable, administratrice de la Chambre UNPI Val-de-Loire, qui va vous parler de la 2044, et Jean-Michel Coquema, notaire, ancien président de l'UNPI 37, qui vous parlera de l'IFI. Je suis particulièrement heureux ce soir d'accueillir des adhérents de l'UNPI de l'ensemble de la région Centre Val-de-Loire, Châteauroux et Montargis, d'une part, et de la région parisienne, d'autre part, avec la Chambre des propriétaires du Grand Paris, UNPI, ouvrant ainsi la voie à une coopération entre les chambres UNPI dans l'intérêt des adhérents pour leur fournir le maximum d'informations et dans l'intérêt de la défense de la propriété immobilière. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je passe immédiatement la parole à Claire Selin pour son intervention sur la 2044. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, ce webinaire va se composer de deux parties. Donc, une partie sur la déclaration de revenus fonciers 2019 et notamment sur les nouveautés de cette déclaration de revenus. On ne verra pas toute la déclaration 2044 en détail, mais surtout les points importants, notamment liés au PASS. Et puis, il y aura une deuxième partie sur l'IFI qui vous sera présentée par Maître Coquema. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien, que vous voyez bien la présentation. Vous pouvez poser des questions. Nous ferons, je pense, une pause entre les deux parties pour pouvoir répondre à vos questions. Si nous les sélectionnerons en fonction du nombre, parce que je pense que nous ne pourrons pas répondre à toutes, étant donné le délai imparti. Alors, donc je vais diviser la première partie en deux sous-parties. Une première donc qui sera consacrée à la déclaration 2044, à ses particularités cette année, notamment liées au PASS. Et puis je ferai une deuxième partie sur des points de jurisprudence qui sont tombés en 2019 et puis qui nous permettront également de raccorder un petit peu avec l'actualité proche. Alors, avant de commencer sur la déclaration 2044, un petit rappel sur le calendrier de dépôt des déclarations de revenus qui a été profondément modifié à la suite de la crise sanitaire pour permettre à chacun de pouvoir déposer ses déclarations fiscales puisque tout a été un petit peu perturbé pendant les 2 mois de confinement. Donc, je vous rappelle que pour les déclarations dématérialisées qui comportent des revenus BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, des revenus bénéfices agricoles, des revenus bénéfices non commerciaux ou des revenus fonciers, la date limite est reportée au 30 juin. Donc, si vous avez des revenus fonciers, vous pouvez effectuer votre déclaration de revenus en ligne, donc de façon dématérialisée jusqu'au 30 juin. Pour les déclarations dématérialisées qui sont réalisées en mode EDI par des experts comptables et qui comportent des rémunérations de dirigeants de société ou de gérants, et pour les redevables de l'IFI, la date limite est également reportée au 30 juin. Pour les déclarations qui ne bénéficient pas de ce report, mais qui sont faites par des experts comptables, il y a un délai qui est fixé au 11 juin, quelle que soit la zone géographique.
Et donc, pour les autres déclarations, les délais donc, sont pour la zone 1 le 4 juin, pour la zone 2 le 8 juin, pour la zone 3 le 11 juin, et pour les déclarations papier, qui normalement aujourd'hui doivent être très rares puisqu'on a l'obligation de déclarer en ligne, sauf à avoir des empêchements matériels d'accès à Internet. Donc, cette date est le 12 juin. Alors, je vais commencer cette partie sur la déclaration 2044 qui va être essentiellement axée sur les travaux, les dépenses d'entretien, de réparation, d'amélioration. Je vais donc faire un petit rappel sur les dépenses qui sont déductibles dans le cadre des travaux que vous effectuez dans vos immeubles. Alors, il y a une distinction qui est importante à faire et que je pense que vous connaissez tous, c'est la distinction entre les locaux à usage d'habitation et les locaux à usage professionnel. Dans ces deux cas, quelle que soit la nature des locaux, vous ne pouvez, quoi qu'il arrive, pas déduire toutes les dépenses qui sont liées à des dépenses de construction, de reconstruction et d'agrandissement. Alors, on a l'habitude de dire que dès qu'on touche aux grosses œuvres, on ne peut pas déduire les charges engagées. On y reviendra plus tard dans la partie sur la jurisprudence, puisque c'est une règle qui abonde en termes de jurisprudence. Mais en tout cas, il faut toujours être très vigilant quand on fait des travaux importants dans un immeuble et s'accompagner d'un conseil quand on a des doutes sur la déductibilité de ces dépenses. Les dépenses d'entretien et de réparation sont déductibles dans tous les cas, à l'inverse. Donc, locaux à usage d'habitation, locaux à usage professionnel. Si vous effectuez des dépenses d'entretien et de réparation, vous pouvez les déduire quoi qu'il arrive. Là où il faut faire attention, c'est sur les dépenses d'amélioration. Les dépenses d'amélioration sont déductibles dans les locaux à usage d'habitation. Elles ne le sont pas pour les locaux à usage professionnel, sauf deux cas qui sont les travaux liés à l'amiante et puis les travaux liés aux accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc, après avoir fait ce petit rappel sur la déductibilité des dépenses de travaux selon leur nature, nous allons passer aux modalités qui sont mises en place, aux modalités dérogatoires qui sont mises en place pour la déduction des charges foncières dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source. On a identifié deux types de charges pour identifier les modalités qui sont mises en place pour le PAS. Donc, il y a deux types de charges qui sont les charges récurrentes et les charges qu'on a dit pilotables. Les charges récurrentes, ce sont les charges de propriété que le bailleur doit chaque année effectuer à une échéance donnée et sur lesquelles il ne peut pas influer. On parle là de la taxe foncière, de vos primes d'assurance, toutes ces charges que vous devez payer à une date donnée et qu'en général, vous ne pouvez pas décaler. Ces charges récurrentes qui étaient afférentes à des dettes dont l'échéance est intervenue en 2018 et qui auraient été payées en 2019 ne pourront pas être déduites en 2019. En faisant ce dispositif, l'administration en fait a empêché que le contribuable puisse décaler sur 2019 le paiement de ses charges pour pouvoir les déduire sur 2019, puisqu'en 2018, vous savez qu'avec le principe de l'année blanche, l'imposition en fait a été totalement annulée. Donc là, on touche au grand principe des revenus fonciers, c'est-à-dire que dans le cadre des revenus fonciers, on déclare les loyers qu'on encaisse, les recettes qu'on encaisse, et on déduit les charges qu'on a payées. Donc, dans le cadre du prélèvement à la source, on a dérogé à ce grand principe en disant les charges qu'on a payées en 2019, mais qui étaient échues en 2018, ne pourront pas être déduites en 2019. Donc, pour illustrer ce point, on peut par exemple prendre l'exemple du quatrième trimestre de vos charges de copropriété, le quatrième trimestre de charges 2018 qui est en général payé en début du mois d'octobre. Si vous avez décalé et si vous l'avez payé en janvier 2019, vous ne pouvez pas le déduire en 2019. C'est une charge qui est perdue. Ensuite, on va parler des charges pilotables. Donc, c'est le point le plus délicat et le point le plus complexe pour la déclaration cette année. Donc, les charges pilotables, ce sont toutes les dépenses de travaux dont le bailleur maîtrise le calendrier.
et par conséquent l'année d'imputation. C'est pour ça que le législateur est intervenu sur ces charges pour éviter on va dire des abus, en tout cas le fait qu'on pilote ces charges pour les faire passer en charge la bonne année. Donc, il s'agit des dépenses dont on a parlé auparavant, les dépenses de réparation et d'entretien qui sont supportées par le propriétaire, les dépenses d'amélioration qui sont afférentes aux locaux d'habitation, les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels quand il s'agit des travaux liés à l'amiante et des accès PMR, et puis les dépenses d'amélioration, de construction, de restauration, d'entretien spécifiques aux propriétés rurales. Pour ces dépenses, le grand principe de l'année 2019, c'est l'application de la règle de la moyenne. C'est-à-dire que vous pourrez déduire de vos revenus la moyenne des travaux qui ont été réalisés en 2018 et en 2019. À cela s'appliquent des exceptions que nous allons voir par la suite. Et le grand principe, c'est si j'ai fait 300 € de travaux en 2018, si j'ai fait 100 € de travaux en 2019, je pourrais déduire en 2019 200 € de travaux. Je rappelle qu'en 2018, vous avez déduit toutes ces charges, même si l'imposition a été annulée, pour autant ces charges ont bien été déduites de vos revenus fonciers. Donc voilà, c'est ce que je disais qui est redit là. Donc pour 2018, les charges pilotables qui ont donc été payées en 2018 ont été intégralement déduites pour la détermination du revenu net foncier de l'année 2018. Quand on a créé un déficit foncier, si celui-ci était dans la limite de 10 700 €, il a été imputé sur le revenu global, ce qui n'était pas très utile compte tenu de l'année blanche de 2018. Et la part du déficit qui excédait 10 700 € était imputable sur les bénéfices fonciers des 10 années à venir. Pour les participants qui auraient assisté à nos réunions l'année dernière, vous savez qu'on avait fait quelques simulations pour montrer que dans le cas où on faisait des travaux importants, c'était un dispositif qui pouvait être relativement intéressant et qui pouvait finalement permettre de déduire les travaux de façon importante sur les années suivantes. Pour 2019, le montant des charges pilotables, donc le montant de vos dépenses de travaux, est admis en déduction pour la détermination du revenu net foncier de l'année 2019. Donc ce montant est égal à la moyenne des charges payées en 2018 et en 2019. Donc comme je vous le disais précédemment, il y a des exceptions à ce principe. Il y a deux exceptions. La première exception concerne les travaux d'urgence. Les travaux d'urgence qui sont rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou qui ont été décidés par le syndic. Alors, il n'y a pas de liste exhaustive de ces travaux d'urgence. Il y a des exemples qui sont donnés par l'administration, notamment dans la documentation qu'elle procure. Elle parle notamment de la réparation des dégâts qui sont occasionnés par des catastrophes naturelles. Donc, elle donne souvent l'exemple de la toiture qui se serait envolée pendant une tempête. Elle parle des actes de vandalisme, notamment lors de cambriolages, réparation des portes, réparation des fenêtres. Et puis, elle parle des remplacements d'appareils qui tomberaient en panne et qui sont indispensables à la poursuite de la location telle qu'elle est prévue dans le bail. Donc là encore, on donne souvent l'exemple de la panne de la chaudière que vous êtes obligé de réparer sous peine de ne plus pouvoir louer votre bien. Donc ça, c'est la première exception, c'est les travaux d'urgence. Donc ces travaux d'urgence, ils sont déductibles à 100% en 2019. Nous n'appliquons pas la règle de la moyenne pour les travaux d'urgence. La deuxième exception, ce sont les travaux effectués sur un immeuble qui a été acquis en 2019 ou bien sur les immeubles qui sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou labellisés par la Fondation du patrimoine. Donc pour ces deux types d'immeubles, les travaux réalisés en 2019 sont également déductibles à 100% dans les conditions de droit commun. Alors, à cela s'ajoutent les travaux qui sont compris dans vos appels de charges de copropriété. Donc là, on va rentrer vraiment dans la partie qui concerne la façon dont vous allez remplir votre déclaration 2044 et la façon dont vous allez justement pouvoir déterminer la part des travaux qui peut être déduite sur l'année 2019.
Donc cette année, l'administration a rajouté sur la déclaration 2044 une ligne 229 bis. Donc je pense que vous voyez tous en bas de la déclaration 2044, tous les ans, vous remplissez 3 lignes qui concernent les charges de copropriété. Non, 2 lignes, pardon, qui concernent les charges de copropriété. Donc une première ligne où vous indiquez les provisions que vous payez pour l'année. Donc pour 2019, vous allez remplir les appels de fonds réglés pour l'année 2019 et une deuxième ligne dans laquelle vous indiquez la régularisation des charges qui avaient été réglées l'année précédente. Eh bien, sur la déclaration de cette année, il y a une troisième ligne, la ligne 229 bis, dans laquelle vous allez indiquer 50% du montant des travaux déductibles qui étaient compris dans les provisions payées en 2018. Quand vous payez vos appels de fonds au syndic, vous payez les appels de fonds pour les charges récurrentes et vous payez parfois des appels de fonds pour des travaux qui sont réalisés dans la copropriété. Ces appels de fonds ont été déduits à 100% l'année dernière. Si on applique la règle de la moyenne, vous pouvez en reprendre 50% cette année. Et donc, c'est pour ça que cette ligne a été créée, pour pouvoir indiquer ce montant de 50% des travaux qui ont été déduits l'année dernière quand vous avez payé vos charges de copropriété. Alors, je vais tout de suite répondre à une question qui nous a été posée, comme on est sur ce point-là. On nous a beaucoup demandé du coup ce qui se passait pour les travaux donc, qui étaient compris dans les charges de copropriété en 2019. Donc, ceux-là sont bien déduits à 100% puisqu'on indique 100% des provisions réglées en 2019, ce qui n'est pas effectivement cohérent avec cette règle de moyenne. Donc, il est effectivement prévu qu'en 2021, quand vous ferez vos déclarations de revenus sur l'année 2020, il y aura une régularisation de 50% de la partie des travaux qui a été déduite en 2019 sur les appels de charges de copropriété. On aurait probablement pu faire plus simple, mais visiblement, ce n'était pas ce qui était prévu. Alors, sur cet écran, vous pouvez voir la déclaration de revenus telle qu'elle se présente pour justement faire le calcul des travaux déductibles sur l'année 2019. Pour les personnes, alors normalement pour la grande majorité des personnes qui déclarent sur Internet, d'un point de vue très pratique, vous verrez que quand vous arriverez sur la case dépenses de réparation, d'entretien, la case correspondant aux travaux, vous avez du coup à côté une petite coche détail, là où vous rentrez habituellement le nom des artisans, des prestataires et le montant des factures que vous avez réglées. Et en dessous, pour chaque immeuble, vous aurez ce pavé pour vous permettre de calculer le montant qui est déductible. Donc, vous pouvez voir, alors c'est la rubrique 500, hein, et donc sur Internet, vous l'aurez dans la rubrique de détail. Donc, pour chaque immeuble, vous allez devoir remplir 5 cases. Pour chaque année, 2018 et 2019, vous allez devoir répartir les travaux déduits entre les travaux d'urgence et les autres travaux déductibles. Donc ça, vous le faites pour les 2 années, 2018 et 2019. Et en plus, pour 2019, vous allez remplir les travaux qui sont afférents à des immeubles acquis en 2019 ou des travaux qui concernent des immeubles monuments historiques, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et donc, vous voyez dans la case finale, la case N, qui du coup correspond au montant des dépenses de travaux que vous allez reporter dans votre déclaration 2044. Donc, vous voyez la petite formule qui est égale à M, donc le montant des travaux des immeubles acquis en 2019, qui sont admis à 100% en déduction sans aucun retraitement, auquel on additionne la moyenne des cases K plus N, donc les autres travaux déductibles. Ceux-ci, on fait la moyenne sur ces 2 cases-là. Et on ajoute la case J qui correspond aux travaux d'urgence réalisés en 2019. Et donc, vous voyez bien là, je crois que c'est une question aussi qui nous a été posée par mail avant la réunion, que la case I, en fait, ne sert pas dans le calcul puisque ces travaux ont été déduits l'année dernière à 100%. Elle est uniquement là, en fait, pour dispatcher les travaux de l'année 2018 entre les travaux d'urgence et les travaux déductibles, les autres travaux déductibles.
Donc, dans ces slides, je reviens sur ce qui a été dit auparavant. Je pense que donc, vous avez bien compris. Donc, les travaux d'urgence qui sont dispatchés entre les cases I et J selon leur année de paiement. Les autres travaux déductibles qui sont dispatchés entre les cases K et L en fonction également de leur année de paiement. Et ces deux cases qui vont donc servir à calculer la moyenne qui sera retenue en déduction au titre de l'année 2019. Et puis la case M, donc pour les travaux qui sont effectués sur les immeubles acquis en 2019, ou bien les immeubles monuments historiques, comme on le disait tout à l'heure. Donc j'ai reproduit un exemple chiffré pour que vous compreniez bien. Donc on prend l'exemple d'un propriétaire bailleur qui paye en 2018 des travaux d'isolation thermique sur un premier immeuble locatif, donc l'immeuble 1, pour un montant de 6 000 €. Sur ce même immeuble, il va réaliser 4 000 € de travaux qui présentent un caractère d'urgence et qui sont réalisés en 2019. Et en 2019, il réalise également des travaux d'entretien pour 1 000 €. Donc, vous retrouvez entre parenthèses les cases dans lesquelles doivent être reportées ces sommes. Et par ailleurs, ce contribuable a acheté un second immeuble en 2019 qu'il a mis en location dans la foulée après avoir fait des travaux pour un montant de 4 000 €. Donc, vous retrouvez en dessous le calcul des travaux qui sont déductibles. Pour le premier immeuble, on va déduire 7 500 €. Ces 7 500 € correspondent à la moyenne des travaux déductibles qui ont été réalisés entre 2018 et 2019, à savoir 6 000 plus 1 000 €, qu'on divise par 2, ce qui nous donne 3 500 €, auxquels on va rajouter la totalité des travaux d'urgence réalisés en 2019. 3 500 plus 4 000, on arrive à un total de 7 500 € pour le premier immeuble. Pour le deuxième immeuble, il a été acheté en 2019. On peut donc déduire la totalité des travaux pour 4 000 €. Et donc, ce contribuable va pouvoir déduire 11 500 € sur sa déclaration de revenus 2019. Voilà, donc ici, vous avez cet exemple chiffré qui est reproduit dans la rubrique 500 dont nous parlions tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie qu'éventuellement vous pouvez poser? Vous avez le chat sur le côté de votre écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On peut essayer d'y répondre rapidement. Alors, je vais rapidement en profiter pour répondre à des questions qui nous avaient été posées par mail. Alors, une question plus générale. On nous a demandé si le montant qui était prélevé pour le PAS était automatiquement complété dans la déclaration de revenus. Donc oui, c'est automatiquement complété. Vous le retrouvez dans la dernière partie de la déclaration de revenus. Vous retrouverez ce qui a été prélevé au titre du PAS et pour l'impôt sur le revenu et pour les prélèvements sociaux. On nous a posé des questions sur la déductibilité de ce qui est versé dans le cadre du fonds Allure. Donc, vous ne pouvez pas déduire les provisions qui sont versées dans le cadre du fonds Allure, puisque ce sont des provisions qui seront utilisées par la suite pour des futurs travaux. Donc, c'est des sommes qui seront déduites quand les travaux seront réalisés, mais vous ne pouvez pas déduire ce qui est versé et mis en provision dans le fonds. On nous a demandé alors quel était le taux des prélèvements sociaux cette année, donc il est toujours de 17,2%, il n'y a pas de changement. On nous a également demandé si les loyers impayés qui étaient pris en charge par une assurance loyer impayé devaient être déclarés. Donc oui, ils sont à déclarer dans la mesure où vous déduisez la prime d'assurance et donc il faut bien déclarer les loyers qui sont pris en charge dans ce cadre-là. Et donc, on m'a posé également une question alors qui revient assez régulièrement sur les appartements qui, après un départ de locataire en 2019, se retrouvent dans un état de vétusté assez important et dans lequel on fait des travaux d'un montant important pour le remettre en état avant de le remettre en location. Et donc, il nous est demandé est-ce qu'on peut considérer ça comme des travaux d'urgence? Alors, la problématique des travaux d'urgence, c'est qu'on est vraiment dans un cadre qui n'est pas législatif, mais qui est uniquement de la documentation administrative et qui, à mon sens, va donner lieu à beaucoup de jurisprudence dans les années qui viennent. C'est pas un cas qui est prévu par l'administration. Je pense que ça dépend fortement du taux de vétusté dont on parle et de l'empêchement qu'on pourrait avoir de remettre le bien en location si on laisse les lieux en état.
Ça reste une question d'interprétation. Et à mon sens, c'est vraiment le taux de vétusté et la possibilité de remettre le bien en location en l'état qui sera déterminant par la suite si l'administration venait à vous poser des questions à ce sujet-là. Avant de passer à la jurisprudence, pardon, je suis allée un peu vite. J'ai fait une petite page récapitulative sur le régime du microfoncier. Alors, j'aime bien en parler tous les ans, juste pour rappeler que si vous avez, si le montant de vos loyers annuels ne dépasse pas 15 000 €, vous pouvez bénéficier du régime microfoncier. Ce régime microfoncier vous permet d'appliquer un abattement de 30% sur le montant de vos loyers. Donc, c'est intéressant sur les biens où vous n'avez plus de financement, où vous avez très peu de charges et où vous ne prévoyez pas de faire de travaux dans les années qui viennent. Donc, vous êtes imposé dans ce cas-là sur 70% du montant des loyers. Ça ne peut pas s'appliquer aux immeubles dits spéciaux, qui bénéficient de régimes fiscaux un peu particuliers, Robien, Pinel, les Besson, Périssol, ainsi de suite. Il n'y a pas d'option à faire, c'est le fait de noter le montant des loyers dans la case correspondante qui vaut option. Par contre, quand vous l'avez fait une année, vous êtes engagé pour 3 ans. Donc, vous ne pourrez revenir au régime réel qu'au bout, après la 3e année. Donc, bien y penser quand on prévoit de faire des travaux, car ça pourrait vous empêcher de déduire des travaux par la suite. Voilà pour cette première partie. Je vais maintenant vous parler de l'actualité jurisprudentielle qu'il y a eu sur les revenus fonciers en 2019. C'est souvent une actualité qui est assez riche. Alors, le premier point concerne les indemnités d'occupation. Donc, on nous dit qu'une indemnité d'occupation représentative du prix d'un loyer est imposable dans la catégorie des revenus fonciers. Et en fait, on nous parle ici d'une réponse qui est parue dans le journal officiel du 3 décembre 2019 et qui indiquait donc un cas bien particulier qu'une indemnité versée en contrepartie de la jouissance privative du logement familial à l'un des époux dans le cadre d'une procédure de divorce rentre dans ce cadre des indemnités d'occupation et est donc imposable dans la catégorie des revenus fonciers. Les indemnités d'immobilisation. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que quand on signe un compromis de vente pour un immeuble, l'acheteur verse souvent, même à 100%, une indemnité d'immobilisation qui peut être du coup perçue par le vendeur si la vente ne se réalise pas pour d'autres causes que celles qui seraient prévues dans le compromis de vente. Cette indemnité d'immobilisation, quand elle est perçue par le vendeur, est imposable, également dans la catégorie des revenus fonciers. Un troisième point de jurisprudence qui va nous permettre de raccrocher à notre actualité très proche, la Cour d'appel administratif de Paris s'est prononcée sur les abandons de loyers. Donc, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Que se passe-t-il quand le bailleur abandonne une partie de ses loyers? Et donc, la Cour de Paris a indiqué que… alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un abandon de loyer n'est pas taxable quand on arrive à démontrer qu'il est bien fait dans l'intérêt du propriétaire. Donc, il faut démontrer que l'abandon a été fait dans l'intérêt du propriétaire pour pouvoir ne pas déclarer ses loyers. Et donc, il y a eu un arrêt de la Cour d'appel administratif de Paris qui a indiqué que la preuve des difficultés financières de la société locataire, en l'espèce, dans le cas qui a été jugé, n'était pas établie. Et donc, elle a demandé à ce que cet abandon de loyer soit réintégré dans les revenus fonciers du bailleur. Donc, il est toujours important de prouver l'intérêt du propriétaire. Sauf que, dans le contexte actuel, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a demandé aux bailleurs notamment de faire des efforts sur les loyers qui étaient dus par les professionnels, notamment par les commerçants. Et qu'il a demandé de
de reporter quand cela était possible, et on pense que certains bailleurs en viendront certainement à abandonner une partie de leur loyer. Donc le gouvernement a légiféré, et l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 2020 qui a été voté il y a quelques semaines prévoit que les bailleurs imposés dans la catégorie des revenus fonciers ne sont pas imposables sur les loyers et accessoires afférents à un immeuble donné en location à une entreprise quand ils renoncent à percevoir les loyers entre le 15 avril et le 31 décembre 2020. Donc ça veut dire que dans le cadre de la crise du Covid-19, si vous abandonnez une partie des loyers au profit de votre locataire professionnel commerçant, eh bien cet abandon de loyer sera définitivement ne sera pas taxable, et vous n'aurez pas besoin d'aller prouver quoi que ce soit par rapport à l'intérêt que vous retirez de cet abandon de loyer. Alors, un dernier point, un avant-dernier point de jurisprudence. Donc, les charges afférentes à un logement vacant. Vous savez que vous ne pouvez déduire les charges foncières que si vous avez un loyer en face, un revenu en face. Donc, il y a eu une confirmation par la Cour d'appel administratif de Marseille qui est venue rappeler dans un arrêt du mois de mai 2009 qu'à défaut de location effective, le propriétaire doit être regardé comme se réservant la jouissance du bien. Et donc, les charges ne sont pas déductibles, à moins d'apporter la preuve qu'il a effectué les diligences nécessaires en vue de le louer. Et donc, nous revenons sur un des points du départ concernant les travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement. Donc, toujours avec une jurisprudence importante sur ces sujets-là. Donc, trois décisions qui ont été prises dans l'année 2019. Donc, le Conseil d'État qui a rappelé que les travaux d'aménagement interne sont assimilés à des travaux de reconstruction ou d'agrandissement dès lors que par leur importance, ils affectent le gros œuvre ou augmentent le volume ou la surface habitable du logement. Les travaux d'une telle importance sont assimilés à une reconstruction d'immeuble. Donc ça, c'est un Conseil d'État du 29 mai 2019. La Cour d'appel administrative d'appel de Nancy également, qui a retenu dans un arrêt que les travaux ayant accru de façon significative le volume ou la surface habitable de locaux existants, alors même qu'ils n'ont pas apporté une modification importante aux gros œuvres, sont des travaux d'agrandissement et donc non déductibles. Et puis un point également qui revient souvent sur le mélange de deux types de travaux, en fin de compte, des travaux d'entretien et des travaux d'agrandissement. Donc un contribuable qui a effectué une opération de rénovation globale qui comporte à la fois des travaux d'entretien et d'agrandissement ne peut déduire les travaux d'entretien que s'il est en mesure de prouver que ceux-ci sont dissociables des travaux d'agrandissement. Donc encore une fois, si vous prévoyez de faire des travaux importants de rénovation, ne pas hésiter à consulter un conseil pour vous assurer que vous pourrez bien déduire ces travaux de vos revenus fonciers. Sauf question, je vais passer la parole à Maître Kokma qui va vous parler d'IFI. Bien, bonsoir à tous. Donc, l'impôt sur la fortune. Bon, vous avez cru remarquer qu'avec les milliards dépensés par le Covid, notre impôt sur la fortune immobilière fait l'objet de chroniques fréquentes actuellement, avec la crainte que l'impôt sur la fortune il ne redevienne plus simplement immobilier, mais ISF comme on l'a connu. Donc, on verra, le gouvernement semble vouloir tenir, si j'ose dire, et ne parvenir sur cette réforme, en sachant que pour nous, membres de l'UNPI, avec un patrimoine principalement immobilier, l'impôt sur la fortune va, en fonction de l'importance de patrimoine, va nous concerner. Donc, les personnes imposables
Un petit rappel, ça concerne bien sûr les patrimoines immobiliers qui sont supérieurs à 1 300 000 €, sachant que dans l'hypothèse où vous franchissez ce seuil, le seuil d'imposition commence plus bas, on le verra un peu plus loin. Donc, sont imposables les personnes physiques, les sociétés, les personnes morales ne sont pas elles-mêmes imposables. En revanche, si vous détenez des parts de sociétés immobilières, vous devez en déclarer la valeur, mais ça n'est en aucun cas la société qui paiera l'IFI. Les couples mariés pacsés et les concubins notoires, hein, c'est le seul domaine où les concubins sont traités à égalité des autres couples, si j'ose dire, sont tenus de déclarer l'IFI. Si vos enfants mineurs ont des éléments de patrimoine immobilier, eh bien, leur patrimoine est déclaré avec celui des parents. Et en cas de parents séparés, on répartit la charge du patrimoine entre les parents. En ce qui concerne les non-résidents, eh bien, si vous détenez un patrimoine immobilier en France, le fait de devenir non-résident et de choisir certains paradis, si on peut appeler ça comme ça, hein, on aimera ou pas la Suisse ou la Belgique ou autre pays, et bien dans cette hypothèse, ça ne veut pas dire que vous exonérez votre IFI en France. Et de la même façon, si vous détenez des immeubles à l'étranger, eh bien, le principe de taxation de l'IFI est une imposition sur le patrimoine mondial, c'est-à-dire que ces immeubles étrangers, sous réserve de quelques conventions fiscales internationales, eh bien, ces immeubles étrangers devront être compris de votre patrimoine. Par exemple, je parle de convention fiscale, si vous détenez un immeuble en Italie, eh bien, il sera exonéré d'IFI en France et imposable là-bas, sauf qu'ils n'ont pas d'impôt sur la fortune. Donc, vous avez tout gagné. Le patrimoine à prendre en compte est le patrimoine que vous détenez au 1er janvier de l'année. Patrimoine immobilier que vous détenez au 1er janvier de l'année. Donc, ça vise quoi? Ça vise les immeubles bâtis, ça vise les immeubles non bâtis, donc les terrains, quelle que soit leur nature, terrain à bâtir, terre de culture, bois et forêt, landes, friches, voilà, hein, donc tout ce qui est immobilier. Ça vise également les droits réels immobiliers. Vous devez déclarer si vous êtes usufruitier, si vous êtes preneur à bail à construction. Et vous devez également déclarer les parts ou actions de sociétés, nous dirons de nature immobilière, et on va rentrer un peu dans le détail. Ces parts ou actions de société vont être imposables à hauteur des biens immobiliers qui sont détenus, hein, soit directement, soit indirectement par la société en question. Donc le sport pour déterminer cette valeur peut être un peu compliqué, hein, et notamment en cas de différents niveaux d'interposition. Qu'est-ce qu'on appelle des niveaux d'interposition? J'ai une participation dans une société qui détient elle-même une participation dans une autre société qui détiendrait des biens immobiliers, etc. Et en fait, on doit déterminer par rapport à la valeur de l'entreprise un coefficient qui est en fait un rapport entre la valeur des biens immobiliers détenus par la société et la valeur de l'ensemble de ces actifs. J'ai par exemple une société qui est évaluée à 1 million d'euros, qui n'a pas de passif, qui détient un immeuble d'une valeur de 400 000 euros. Mon coefficient donc va être de 0,4. Et si on a différents niveaux d'interposition, ce calcul se fait à chaque niveau d'interposition, en commençant de la société la plus éloignée et en revenant à la société où on a une détention directe. Donc, compte tenu de la difficulté de la matière,
surtout, il ne faut pas hésiter à se faire assister quand on a ce genre de détention, puisque, comme je vous le disais, le sport peut être un peu compliqué. Ensuite, concernant les biens imposables, sont exclus les participations minoritaires que l'on détient dans des sociétés dites opérationnelles. Définition de la société opérationnelle, eh bien la société opérationnelle est une société qui a une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Et si vous détenez dans ces sociétés moins de 10% du capital et des droits de vote, même si cette société détient un patrimoine immobilier, eh bien, vous n'avez pas à déclarer la valeur de cette participation, sachant que quand je dis lorsque cette société détient un patrimoine immobilier, ça n'est pas une société qui gérerait un patrimoine immobilier. Donc, il ne faut pas croire que si on a dans une participation inférieure à 10% dans une société qui détiendrait et qui gérerait son propre patrimoine immobilier sans avoir d'activité opérationnelle, eh bien, cette détention doit en revanche être déclarée. Pour les organismes de placement collectif, OPC, OPCVM, etc., eh bien, on n'a pas à déclarer la valeur de ces sociétés, même si elles ont des actifs immobiliers, dès l'instant que l'on détient au niveau de son foyer fiscal moins de 10% de telles structures. Pour les sociétés cotées, sociétés d'investissement immobilier, etc., le seuil de 10% est ramené à 5%. Bon, c'est vrai que quand on connaît la capitalisation de ce type de société, si on arrive à plus de 5%, c'est qu'on a déjà un patrimoine en général assez confortable. Et bien sûr, sera exclu de ce calcul le patrimoine qui est affecté à l'activité de la société et qui sert donc à cette activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Sur les biens imposables, lorsque vous êtes usufruitier ou titulaire d'un droit d'usage et d'habitation sur un bien, eh bien, le principe est que l'usufruitier va déclarer dans sa déclaration d'IFI la valeur en pleine propriété du bien. Alors, attention, dans certains cas, la charge de l'immobilier au titre de l'IFI peut se répartir entre usufruitier et nu propriétaire. C'est le cas, par exemple, lorsque le conjoint survivant a bénéficié d'un usufruit légal pour des décès intervenus, par exemple, après le 1er juillet 2002, avant, pardon, le 1er juillet 2002, et bien dans cette hypothèse, l'usufruitier déclarera la valeur de son usufruit en fonction de l'application du barème qui détermine la valeur de l'usufruit par rapport à celle de la nue propriété. Je suis usufruitier, j'ai un peu moins de 60 ans, la valeur de mon usufruit est de 50%, donc le nu propriétaire, s'il est redevable de l'IFI, va lui-même déclarer les autres 50%. C'est le cas également en matière successorale de l'usufruit de l'ascendant. Donc là, on n'est pas entre conjoints. Et ça peut être le cas aussi lorsque le second conjoint fait valoir ce qu'on appelle un usufruit forcé. Dans cette hypothèse, eh bien, la charge de l'imposition au titre de l'IFI est répartie entre usufruitier et nu propriétaire. Si le bien fait l'objet d'un prêt, prêt à usage, connu aussi sous le nom de commodat, eh bien, c'est le prêteur qui va comprendre dans son patrimoine la valeur du bien en toute propriété s'il est redevable de l'IFI. Autre point, la donation temporaire d'usufruit, comme en opération relativement classique, ou par exemple si vous avez des
des enfants étudiants, vous leur donnez l'usufruit temporaire d'un bien immobilier qui rapporte des revenus fonciers, eh bien, dans cette hypothèse-là, la charge de l'IFI est supportée par l'usufruitier pour la durée de cet usufruit. Alors attention, les placements financiers aujourd'hui n'entrent plus dans l'assiette taxable de l'IFI, mais ça ne veut pas dire qu'ils y échappent totalement. Si on prend l'exemple, par exemple, des contrats d'assurance vie ou des bons de capitalisation dits en unités de compte, alors vous savez qu'il y a une distinction, les fonds euros ou les unités de compte, et bien certaines de ces unités de compte sont des unités de compte basées sur des placements immobiliers, SCPI, OPCI, etc. Eh bien, votre contrat d'assurance vie, en fonction de l'orientation que vous avez donnée en unité de compte et s'il y a des unités de compte immobilières, devra, pour cette fraction immobilière, figurer dans votre déclaration d'IFI. En sachant que bon, cette information vous est communiquée par les compagnies d'assurance qui vous donnent la répartition des unités de compte et donc celles qui sont déclarables au titre de l'IFI. Donc, n'oubliez pas de tenir compte de ces documents qui vous sont envoyés trimestriellement et annuellement par les compagnies d'assurance, parce que l'administration fiscale, clairement, ne vous oublierait pas. Petit rappel, les contrats d'assurance vie non rachetables qui contiendraient des unités de compte immobilières sont en revanche exclus de l'IFI. Pour les crédits baux, vous savez que c'est un contrat de financement de l'immobilier, notamment de l'immobilier d'entreprise, d'une nature un peu particulière. Eh bien, le bien immobilier est imposé chez le preneur, le crédit preneur. On estime que comme il finance son immeuble au fur et à mesure de l'avancement de son contrat de crédit bail, eh bien, dans cette hypothèse, il doit déclarer la valeur de l'immeuble au 1er janvier et il peut retrancher les loyers ou redevances au titre du crédit bail qui reste à courir jusqu'à la fin du contrat de crédit bail. Mais il n'est pas pour autant totalement ce preneur exonéré d'IFI. Pour les biens professionnels et les biens exonérés, donc il y a différents types d'exonération. Bon, pour ceux qui ont connu l'ISF, il y a eu un certain parallélisme des règles entre l'ISF et l'IFI au titre de l'exonération des biens professionnels. Par exemple, si je suis commerçant, artisan et que je détiens le local dans lequel j'exerce ma profession, ce local est exonéré du moins à hauteur de la surface et de la valeur que j'occupe. Si j'exerce ma profession au travers d'une société, je suis artisan, je suis commerçant, je suis libéral, j'ai une structure d'exercice, SARL, SA, etc. Parallèlement, je suis propriétaire de l'immeuble qui est loué à cette société. Et, ou alors, si j'ai une société qui détient des biens immobiliers qui sont affectés à ma profession, on rappelle que peuvent être considérés comme outils professionnels. En fait, les immeubles, dès l'instant que je détiens dans la société en question, plus de 25%, que j'exerce des fonctions de direction dans cette société, gérant, président pour une SAS, président du conseil d'administration, membre du directoire, etc. On ne va pas faire la liste.
Donc, conditions de participation 25%, fonctions de direction, et ces fonctions de direction doivent être normalement rémunérées. Alors, faites attention quand même à une chose. Par exemple, vous êtes expert comptable, vous détenez 30% de la société d'expertise comptable dans laquelle vous exercez votre profession, et à côté de ça, vous avez une SCI dont vous détenez 99% qui détient le local professionnel que vous louez à cette société d'expertise comptable où vous exercez. Eh bien, les parts de cette SCI ne seront considérées comme outils professionnels qu'à hauteur des 30%, c'est-à-dire la fraction que vous détenez dans la société d'exploitation. Autre exonération spécifique qui concerne les bois et forêts et tout ce qui peut concerner les terres agricoles sous certaines conditions. Alors, les bois et forêts et les parts de groupements forestiers peuvent être exonérés d'IFI à la condition que vos bois et forêts fassent l'objet d'un plan de gestion durable qui vous permet de bénéficier d'une exonération de 75% sur la valeur. En sachant que, bon, pour ceux qui ont connu, ça s'est appelé la loi Serrault, la loi Monichon, on est dans le cadre de plans de gestion durable de 30 ans. Donc, et ces plans étant susceptibles d'être contrôlés, et donc il convient de les suivre. Pour les biens ruraux qui sont loués par bail rural à long terme ou par bail rural cessible hors du cadre familial, eh bien là, l'exonération est de 75% dans la limite de 101 897 €. Ne me demandez pas pourquoi ce chiffre. Et 50% d'exonération au-delà de cette limite de 101 897 €. Mais sachez par exemple que si vous détenez des terres que vous louez par bail rural à long terme à un membre de votre premier cercle familial, conjoint, descendant, etc., eh bien, vous bénéficiez d'une exonération totale sans appliquer ces coefficients. Alors, en sachant qu'il est amusant de constater que l'année dernière, les seuils d'exonération des biens loués par baux à long terme ou bail cessible ont été remontés pour la limite des 75% à 300 000 € en matière de droit de donation et de droit de succession, mais que le seuil n'a pas été touché en matière d'IFI. Vous jugerez. Les parts de GFA qui donnent à bail des terres dans les mêmes conditions sont également exonérées. Et les parts de GFR, des groupements fonciers ruraux, donc qui peuvent être un mix entre le forestier et l'agricole, eh bien, peuvent cumuler les bénéfices des deux régimes en proportion des biens détenus. Après, le calcul, donc je vous rappelle que le principe est qu'on déclare la valeur vénale des biens que l'on détient au 1er janvier de l'année. Donc, la valeur vénale, c'est quoi? La valeur vénale, c'est le prix auquel on peut, sur un marché normal et dans des conditions normales, vendre le bien. En sachant que l'administration, si elle vous contrôle, peut et doit donc procéder par comparaison
avec des biens intrinsèquement similaires dans un secteur donné, pour des références de vente ou de mutation qui se sont produits avant le fait générateur de votre déclaration. Alors attention, c'est qu'aujourd'hui, je pense que vous ne l'ignorez pas, l'équipement informatique de l'administration fiscale et ses fichiers, basés notamment sur tout ce qui est publié au titre de la publicité foncière, donne à l'administration fiscale un fichier performant, complet, et avec les références récentes en matière de transactions. Sachez que au travers de votre site, vous avez maintenant accès à ces bases de données qui vous permettent d'avoir les valeurs pour vous permettre de comparer la valeur que vous souhaitez déclarer dans votre déclaration d'impôt. Donc, soyez vigilants au moment de l'établissement de votre déclaration et n'hésitez pas à aller vous connecter sur ce site pour eh bien, établir ces comparaisons et voir si vous n'avez pas trop forcé dans la sous-évaluation du bien. Alors, après, est-ce qu'on peut pratiquer un abattement? Alors, il y a notamment une question d'un des membres de l'UNPI qui concerne ces problèmes d'évaluation. Alors, la résidence principale, c'est clair, c'est dans les textes fiscaux. Vous pouvez pratiquer un abattement de 30% sur la valeur de votre résidence principale. Donc, valeur vénale au 1er janvier de l'année, vous pratiquez un abattement de 30%. Autre question donc qui a été posée, est-ce que pour un immeuble occupé, j'ai le droit de pratiquer un abattement? Les textes, c'est-à-dire le Code général des impôts, tant pour sa partie légale que sa partie réglementaire, ne vise pas ce type d'abattement. La doctrine administrative, pour ceux qui connaissent le BOFIP, est aisante également sur le sujet. C'est-à-dire qu'on n'a pas un texte de référence qui permet de dire j'ai un bien loué, par exemple, j'ai une telle durée de bail restant à courir, ça me donne le droit de pratiquer un abattement de tel pourcentage ou de tel pourcentage. Eh bien, après, je dirais la pratique est admise dans les limites du raisonnable, c'est-à-dire en fonction des contraintes que va créer votre bail, des charges qu'il peut vous imposer, voilà. Une dose de 10 à 20% est régulièrement admise, mais attention, soyez prudents sur ce point. Et puis, vous savez, on applique 20% d'abattement, mais il faut que 20% soit appliqué sur la valeur vénale et non pas sur une valeur vénale déjà décotée de 20 ou 30%. Et là, j'attire votre attention sur le fait qu'il est quand même important de vérifier le marché voilà, pour ne pas se mettre en défaut. Sur les dettes déductibles, l'IFI est particulièrement torride, parce que les dettes qui sont déductibles, donc ce sont les dettes qui sont afférentes à vos immeubles imposables. Ces dettes, ça va être quoi? J'ai par exemple entrepris des travaux ou des travaux sont engagés par la copropriété sur un immeuble imposable. Le principe est décidé, c'est voté, mais je n'ai pas encore reçu la facture au 1er janvier de l'année. Je peux la déduire. De la même chose pour tout ce qui concerne les dettes afférentes à l'acquisition de parts ou actions de société qui seraient déclarables au titre de l'IFI. Voilà. Comme en matière d'ISF auparavant, l'IFI théorique est également déductible. En fait, c'est un double calcul. Je calcule mon IFI, je fais actif moins passif, je fais un calcul de l'impôt que j'ai à payer sur cette base,
et je viens le rajouter au passif de mon IFI, et là je refais un deuxième calcul de l'IFI. Pour les prêts in fine, donc vous savez que c'est un prêt d'une durée en général relativement longue en matière immobilière, où je n'ai qu'une échéance. Je rembourse mon capital emprunté à la fin de la durée du prêt, je paie des intérêts tous les ans. Eh bien, le prêt in fine doit être traité comme un prêt amortissable. C'est-à-dire au capital restant dû, si mon prêt est par exemple d'une durée de 10 ans, eh bien chaque année, je soustrais un dixième pour arriver à 0 à la 10e année, ce qui est très défavorable puisque ma dette était totale sur 10 ans. De la même façon, les prêts immobiliers familiaux ou les prêts immobiliers que l'on fait à des sociétés familiales, au travers de sociétés familiales, n'ont pas un caractère déductible. Là, en fait, il s'agit quelque part d'une mesure anti-abus où on dit vous créez fictivement de la dette et donc voilà. Alors, questions qui ont été posées sur ces évaluations. Les problématiques d'évaluation des parts ou actions de sociétés qui détiennent de l'immobilier quand on détient une participation minoritaire. Là encore, pas de règle fixée par la doctrine administrative, mais bien évidemment, si l'on détient un pourcentage minoritaire d'une société, la liquidité n'est pas évidente et l'attractivité n'est pas évidente. Et donc, il est bien évidemment justifié de tenir compte d'une décote pour cette absence de liquidité et d'attractivité des parts. On retrouve le même phénomène, autre question qui a été posée, dans le cadre d'immobiliers qui sont détenus dans le cadre d'indivisions successorales. Donc là aussi, le bien n'est pas forcément liquide, d'autant plus si votre indivision a par exemple connu des frictions. Il est évident que le bien n'est pas liquide et que vous pouvez pratiquer une déduction à ce titre. Autre règle en ce qui concerne l'évaluation, c'est pour les gens qui détiennent des patrimoines immobiliers supérieurs à 5 millions d'euros. Donc, spéciale dédicace au gros patrimoine immobilier, cette règle. Eh bien, si la dette attachée à votre patrimoine immobilier est supérieure à 60% de la valeur de ces immeubles, 3 millions d'euros en l'espèce si on raisonne sur 5 millions. Seuls 50% de l'excédent, la quote-part de dette entre 60% de la valeur et 100% de la valeur, seuls 50% de l'excédent est déductible, sauf si vous arriviez à démontrer que votre objectif n'est principalement pas fiscal. Petit arrêt aussi sur ces règles, que ce soit les 5 millions, les prêts in fine, les prêts immobiliers familiaux. Vous savez que ces règles n'existaient pas, ces règles anti-abus n'existaient pas dans le cadre de l'ISF et qu'elles nous ont été sorties au titre de la déclaration d'IFI du 1er janvier 2018. Les textes nous disent ça s'applique aux prêts en cours. Il y a peut-être là une problématique d'opposabilité de la règle fiscale et de sa rétroactivité. Je ne saurais vous conseiller de le faire, mais il est possible qu'à la vue de prochaine jurisprudence, ces règles évoluent quelque peu pour ces prêts antérieurs. Pour le calcul, eh bien, vous avez le barème qui apparaît à l'écran, donc ne vous y trompez pas, vous n'êtes imposable que si vous avez plus d'1 300 000 euros. Mais comme je vous le disais, l'imposition commence à 800 001 euros. Vous êtes dans la tranche à 0,5%, 1,3 million dans la tranche à 0,7%. Et quand votre patrimoine atteint 10 millions d'euros, eh bien, vous êtes dans la dernière tranche à 1,50%. Pour ce qui concerne l'IFI, donc comme Mme Selin vous l'a dit tout à l'heure,
vous devez produire votre déclaration avant le 30 juin. Je vous rappelle qu'elle s'accompagne plus du paiement, hein, mais que c'est une des composantes maintenant des 2042, hein, la 2042 IFI, bien nommée. Et donc, vous verrez si vous avez un patrimoine un peu diversifié, eh bien, c'est particulièrement rébarbatif de remplir ça sur le site des impôts. Donc, à tous ceux qui sont concernés, bien évidemment. Et avec le sourire, je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à vous faire assister si vous avez des soucis. Je rappelle qu'en matière d'ISF, les dons à certains organismes permettent une réduction d'impôts. Je crois qu'on en entend parler un peu aujourd'hui puisque certaines associations, congrégations ou autres ont un peu souffert elles aussi du confinement et rappellent dans leur brochure ou publicité cette réduction d'IFI. Et je vous rappelle également que l'IFI fait l'objet d'un plafonnement, hein, et que donc le total des impositions, IFI compris, puisque c'est lui qui est plafonné, ne doit pas dépasser 75% des revenus qui sont générés, bon, en sachant que je vous laisse apprécier ce seuil de 75%. C'est en quelque sorte un bouclier fiscal, mais qu'on a remonté à hauteur de 75%. Voilà, on en est arrivé à la fin. Je vais, sauf s'il y avait des questions particulières, mais je n'en vois pas là, passer la parole pour la conclusion au président Grognard. Je vous souhaite eh bien, à tous une bonne soirée et je remets sagement mon masque. Voilà. Eh bien, merci à nos intervenants, merci à pour toutes ces informations. Il est évident que vous avez la possibilité de poser vos questions, que nos intervenants se feront un plaisir d'y répondre. Vous pouvez les adresser par mail à votre chambre et elles seront transmises et vous aurez les réponses rapidement. Je vous l'ai indiqué au début de la réunion, nous avons enregistré cette intervention et nous permettrons donc à ceux qui le souhaitent de reprendre connaissance de tout ce qui a été dit ce soir. Nous avons également pour les adhérents de l'UNPI Val-de-Loire la possibilité de leur donner le support de cette intervention. Je vous souhaite à tous, en vous remerciant de votre participation, une excellente soirée et une très bonne déclaration fiscale. Oui. C'est bon. J'arrivais pas à... Et vous mettre fin à la réunion.